La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. En quoi était-il nécessaire d'enclencher une nouvelle révolution au Burkina actuellement? Merci bien. Avant de commencer, permettez-moi de dire grandement merci à Dieu et à nos ancêtres qui nous permettent au quotidien d'avoir la santé, mais également la clarté d'esprit de répondre aux exigences qui sont les nôtres. Et deuxième niveau, c'est de signifier notre reconnaissance à l'ensemble des autorités de notre pays frère, le Togo, en commençant par son Excellence le Président du Conseil. Et troisième niveau, c'est vous, M. Gilles, vous félicitez très sincèrement pour le travail panafricain que vous faites, le professionnalisme avec lequel vous animez les émissions, mais aussi féliciter le frère Sogoyou pour tout ce qu'il fait sur cette télé, parce que nous le suivons à travers le monde, et je pense que c'est assumé. C'est ça exactement, être un éducateur des masses. Et en même temps, profiter, le féliciter, parce qu'il a été nommé au sein de l'équipe de l'Institut des peuples noirs Farafina au niveau du Burkina. D'orientation. Tout à fait. Donc, de ce point de vue, la préoccupation que vous posez, le chef de l'État l'a clairement dit le 1er avril 2025, que notre pays est engagé dans une révolution progressiste populaire. Et pour dire qu'avant même cette proclamation, vous savez très bien que ce ne sont pas seulement les mots qui fusent là, qui portent véritablement l'ossature d'une question, c'est surtout le fondamental. Même si on ne dit pas officiellement qu'on est en révolution, les pratiques à l'intérieur, le fondamental, le fond, si ça y porte, à savoir aller dans la conduite, à changer de façon fondamentale les façons de faire au niveau politique, au niveau économique, au niveau sécuritaire, au niveau culturel, qu'on le dise ou pas, je pense l'impact et la façon d'agir indiquent totalement qu'on est dans une période révolutionnaire. Il a officiellement proclamé, et je pense que depuis la prise de pouvoir, les orientations qu'il a eu à donner, il a été publiquement dit que ça cadre exactement avec les orientations qui avaient été prises et mises en œuvre de 83 à 87 par feu le camarade capitaine Thomas Sankara. Donc, de ce point de vue, il faut aussi dire que de façon globale, si vous venez dans un pays où il est pratiquement sans dessus dessous et il faut mettre de l'ordre, vous voulez avancer, il faut maîtriser votre histoire. Si vous maîtrisez votre histoire, vous déterminez les causes profondes qui font que vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez pas à être stable, c'est difficile de les changer par caresse. Et si vous ne voulez pas les changer par caresse, vous ne voulez pas faire de la théâtralisation, il faut aller dans le fond, qui appelle un sacrifice, qui peut même aller au sacrifice suprême. Et aller au fond, on ne peut qu'aller dans le fond du changement que par une révolution. Justement, il ne suffit pas aussi de dire qu'on est en révolution, parce que la révolution, c'est un changement profond, fondamental, un bouleversement. Mais quel type de bouleversement? Parce que quand on dit un changement radical, ça peut être du bon au mauvais. Quand on dit un changement radical, ça peut être du mauvais au médiocre. Ici, il dit que c'est une révolution. D'abord, donc, c'est un changement radical. Cette révolution doit être progressiste. Ça veut dire qu'on doit progresser du minimum au meilleur et d'étape par étape. Et elle doit être populaire parce que toute révolution, tout bon pouvoir doit d'abord être porté par les communautés, par les populations, par les masses, d'où une révolution populaire. Et comment assurez-vous qu'il y a une adhésion justement à ce projet de révolution de l'ensemble de Burkina Faso? Vous savez très bien que dès lors que nous avons dit que nous partons vers une souveraineté dans la gestion de notre pays, ça veut dire que nous quittons les enveloppes de main tendue. Et si vous ne voulez pas tendre la main et vous voulez véritablement vous assumer, ça passe par l'accompagnement populaire que vous avez qui indique que la population porte l'élan qui est en cours. Le premier élément que je donne pour indiquer que la population porte l'élan qui est en cours, si vous jetez un coup d'œil, on a lancé le fonds de soutien patriotique pour pouvoir faire face à un certain nombre de projets au niveau national. Ce fonds de soutien patriotique, depuis qu'il a été lancé, 2023, à l'instant où je suis en train de vous parler, 2025, nous sommes à une contribution populaire de 551,2 milliards. Ce n'est jamais vu depuis 1960 à nos jours. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que dans une période sociale difficile, économique difficile, dans une période de guerre, où les travailleurs, les populations souffrent, arrivent à écouter un chef d'État et mettre la main à la poche qui va aller à 551,2 milliards. Ça, c'est la première preuve que le soutien, il est palpable. Le deuxième élément qui montre que le soutien est palpable, c'est que nous constatons que dans toutes les contrées, dans toutes les régions, dans tous les villages, aujourd'hui, quand le chef de l'État donne une orientation, elle est suivie, et même c'est les populations qui commencent à dire à certains dirigeants décentralisés, si vous voulez poser un acte, on dit nous ne sommes plus à l'ancienne période.
Ça veut dire que les esprits ont commencé à capter. Je pouvais bien citer d'autres exemples, mais attention, je ne dis pas que tout est meilleur. Parce que la population qui est à la base ne peut prendre une ligne propre que si nous-mêmes dirigeants, ça veut dire l'équipe qui est à la tête, montre patte blanche en termes d'exemplarité, en termes de gouvernance vertueuse, en termes de vérité, en termes de patriotisme. Parce que dans tous les pouvoirs où on a commencé à avoir des déraillements, on dit le poisson pourrit naturellement par la tête. Donc si la tête est exemplaire, il n'y a pas de raison que la population qui accompagne là ne suive pas. Donc les populations africaines, notamment burkinabées, et dans l'espace AES, ce sont des populations qui se battent, qui sont très prêtes, qui sont aussi critiques. Et même pour ne pas dire que l'Africain, il est fondamentalement révolutionnaire. Mais maintenant, s'il est fondamentalement révolutionnaire, qui parle au nom de lui, qui défend sa cause parce qu'il veut voir la réalité au-delà des propos. Parce que si on reste à théoriser, on devient des théoriciens. Si on va aussi uniquement dans la pratique, on devient des activistes. Nous voulons coller cette théorie-là à la pratique, de sorte que nous puissions être des gens qui sont politiquement conscients. Il faut aussi être techniquement compétents en vue d'être socialement utile. Je peux vous ajouter même un exemple. J'ai passé quelques jours à Ouagadougou. J'ai vu l'enthousiasme participatif autour du projet Faso Mebo. Voilà, il y a le projet Faso Mebo qui a été aussi lancé au niveau de toutes les régions, où dans chaque région, les gens contribuent. Vous arrivez, dans tout le pays, pratiquement, nous sommes en plein chantier. Et vous allez aussi regarder ça à travers même le même projet Faso Mebo, qu'en moins d'un mois, on a pu mettre en place le traçage de l'autoroute qui va de Ouagadougou jusqu'à Bobo, qui est 4 fois 2 voies. Et c'est sur fonds propres. Et les travaux ont déjà démarré. Ça veut dire que si on continue comme ça, si les populations n'adhéraient pas, c'est des éléments auxquels on n'allait pas pouvoir, en tout cas, y aboutir. Merci, monsieur le ministre d'État. Nous allons aborder maintenant les enjeux de la Confédération de l'AES en relation avec la révolution burkinabé. Est-ce que cette révolution peut réussir isolément ou elle est indissociable de la dynamique de la Confédération des États de l'AES? Non, il est tout à fait clair que même s'il n'y avait pas la Confédération des États du Sahel, heureusement qu'elle est là, une révolution dans un pays ne peut pas réussir dans l'isolement. Parce que si vous définissez la révolution par un changement fondamental qui doit être porté par les masses, un peuple ne peut pas s'isoler puis pouvoir évoluer. Ce n'est pas possible. Le monde n'est pas séparé. Donc, de ce point de vue, quelle que soit votre compréhension, votre dynamisme, solidarité interne, si vous n'avez pas l'accompagnement des autres peuples, ça va être très compliqué parce qu'il faut communiquer forcément avec le monde. Le deuxième aspect, il faut éviter de croire qu'on est largement suffisant de sorte qu'on n'a rien à apprendre des autres. Du reste, l'espace AES n'est pas un espace qui indique que nous sommes dans une étape de réclusion, de repli sur soi. Ce n'est pas un espace de suffisance. Ce n'est pas un espace d'arrogance, encore moins d'insolence. Donc, c'est pour dire que c'est un espace pour la conquête de la souveraineté au plan politique, au plan économique, au plan sécuritaire, culturel. Mais justement, cette souveraineté qui doit être portée par l'ensemble des populations, si vous ne leur expliquez pas que leur unité à la base, à tout point de vue, est un élément essentiel, est un pilier fondamental pour notre développement, on ne va pas y arriver. Mieux, vous avez vu que le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a fait prendre une décision en Conseil de ministres qui dit que tout Africain, où que vous soyez, vous voulez venir au Burkina, en principe, le visa est gratuit. Si le visa est gratuit, c'est pour permettre aux Africains de venir chez eux. Donc, c'est une preuve palpable que nous ne sommes pas dans une étape d'isolation ou d'isolement pour dire qu'on ne peut pas réunir seul si on ne réunit pas les forces pour pouvoir avancer. Mais au sein de l'AES, s'il y a un régime révolutionnaire au Burkina, donc dans les autres pays, ne suit pas au même rythme, est-ce que oui, comme je l'ai dit comme je l'ai dit dès le début, le 1er avril 2025, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a bien proclamé officiellement que le Burkina Faso est en révolution progressiste populaire. Vous avez vu que quand son Excellence, le général Abdourahmane Tiani a fait sa visite au Mali, dans une de ses interventions, il a bien dit que le Niger est en pleine révolution. Même si le Mali ne le dit pas officiellement, j'ai dit dans mon introduction que ce n'est pas forcément en le proclamant qu'il indique qu'on est en révolution. Ce sont les pratiques, les actes qui sont posés. Vous prenez le Mali, même si ce n'est pas officiellement proclamé, tout ce qu'il y a eu comme achat d'armes, réorganisation de leurs armées, l'investissement au niveau national, c'est un changement fondamental à tout point de vue, dans tous les secteurs. Vous prenez également le cas du Niger, c'est un changement fondamental. Parce que le chef de l'État burkinabé n'a fait la proclamation que le 1er avril 2025, mais bien avant 2025, depuis le 30 septembre 2022 à 2025, tout ce qui a été fait cadre exactement avec l'engagement pour aller vers un changement fondamental dans tous les secteurs. Donc, ce n'est pas forcément la proclamation qui permet de dire qu'on est véritablement en période révolutionnaire, mais c'est l'ensemble des actes et leurs fruits sur le terrain au profit des masses.
Et en tant que président de la Commission nationale de l'AES, quels sont les dossiers urgents que vous portez pour l'intégration des peuples du Mali, du Niger, du Burkina? Oui, il faut dire qu'en tant que président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel au niveau du Burkina, la commission a été créée le 6 novembre 2024 en prenant le décret 1329 signé par le chef de l'État. Mais c'est sur la base des orientations impactées dans le traité portant la création de la Confédération des États du Sahel qui a été signé le 6 juillet 2024 à Niamey. C'est là-bas que les chefs d'État ont dit, étant donné que nous sommes en confédération, il faut aller sur 3 piliers essentiels d'abord. Le pilier développement, le pilier diplomatie et le pilier défense et sécurité. C'est à ce niveau qu'ils ont estimé qu'il était nécessaire que chaque pays mette en place, dès son retour, une commission nationale. D'où l'appui du décret 1329 portant création de la commission à notre niveau. Et le 9 décembre 2024, le chef de l'État a pris le deuxième décret portant nomination du président que je suis, à savoir le décret 1558. Et il a pris également le troisième décret, le 23 décembre 2024, portant nomination des 3 vice-présidents à la tête de chaque pilier. Vice-président sur la question défense, sécurité, vice-président sur la question diplomatie. Vice-président sur la question de développement, et il a pris le décret 1642. Donc, il continue d'étoffer la commission en termes de ressources humaines, mais c'est pour dire que les missions de cette commission sont articulées autour de 8. Je cite quelques-unes. La première des missions, c'est de veiller et suivre la mise en œuvre des décisions et orientations prises par les chefs d'État. La deuxième des missions, c'est d'avoir un programme d'activité appréciable, validé et mis en œuvre. Et la troisième mission, l'une des plus grandes, c'est de contribuer à la préparation des différentes rencontres dans l'espace AES, qu'elles soient présidentielles, ministérielles, parlementaires ou même au niveau des hauts fonctionnaires. Et la quatrième des missions, c'est d'aller auprès des communautés, expliquer l'ensemble des décisions prises par les chefs d'État, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous sommes en train de partir. Vous ne pouvez pas demander aux communautés de venir vous accompagner sans qu'elles ne sachent exactement le poids que vous portez. Et je dirais, etc. Donc l'ensemble de ces missions s'articulent, comme je l'ai dit tantôt, à permettre aux chefs d'État de permettre à l'espace AES d'acquérir la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté sécuritaire et la souveraineté culturelle. En ce qui concerne la souveraineté politique, comme je l'ai dit tantôt, vous savez très bien, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, indépendance formelle, on a donné l'impression que nous sommes indépendants tout en pilotant le choix de ceux qui doivent diriger notre destinée là, de l'autre côté des océans. Il faut réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour que le choix de nos dirigeants ne soit pas fait par des inconnus ou des gens qui ne veulent même pas qu'on évolue. La deuxième mission fondamentale qui porte sur la question sécuritaire, vous avez vu que dans des accords fallacieux et très dangereux, il a été dit que nos militaires devaient être formés par la France et même tout le matériel acheté là-bas. Donc, en voulant aller vers la souveraineté sécuritaire, c'est d'avoir l'indépendance dans le choix de nos partenaires, acheter chez qui on veut, comment on veut et quand on veut, sans être dicté par qui que ce soit. Le recrutement et la formation de nos forces de défense et de sécurité nous incombe, et non une personne qui peut nous mettre au pilori à tout moment. L'autre pilier essentiel ou mission essentielle, c'est la question culturelle, qui doit même être au centre. Parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il est, il ne peut pas savoir où il part. Donc, nous avons intérêt à batailler, à réapproprier notre identité. Qui étaient nos grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller? Il faut qu'on l'assume de façon pleine et entière. Et la dernière dimension qui est fondamentale, c'est la question économique. On dit chaque fois l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pleine de maladies, mais je ne peux pas comprendre, vous dites qu'un plat est vide, qu'il ne contient rien, mais on dit à ces impérialistes, laissez le plat, mais vous êtes agrippés dessus, vous êtes en train de tirer. C'est que le plat contient quelque chose. Et nous savons très bien, à travers les prospections géologiques, que l'Afrique est vachement riche. Et si vous tapez sur vos portables, vous allez voir que même l'ONU a décidé de ce qu'on a appelé une carte à $1 milliard. Ça veut dire une reprospection de l'Afrique à une nouvelle échelle pour aller à des exploitations. Mais exploiter pour qui? Donc, cette dernière mission, c'est de faire en sorte que le sous-sol et les ressources forestières et autres appartiennent aux Africains. Elles doivent être transformées pour leur bien-être. Parce qu'on n'est pas fiers de voir chaque fois la jeunesse mourir en plein océan, des corps qui nous sont ramenés par les eaux, ou mourir sur des routes des déserts. Nous sommes riches et nous souhaitons que cette richesse profite d'abord aux Africains avant de passer à toute autre chose. Mais beaucoup sont impatients, surtout sur la question économique. La monnaie de l'AES, c'est pour quand? Mais justement, on comprend l'impatience des uns des autres. Mais qu'ils comprennent que quand on nage dans une boue de près de 62 ans, 1900
1960 à aujourd'hui, voire même plus, puisque le franc CFA a été créé en 1945 par un décret signé par le général de Gaulle, lui-même qui a refusé que les États-Unis frappent monnaie pour eux. Donc, c'est sur cette monnaie nous vivons qui est le franc CFA. Et je suis d'accord que les Africains soient impatients parce que si vous voulez parler de souveraineté à tout point de vue et que vous n'avez pas la souveraineté monétaire, c'est un peu compliqué. Mais j'ai bien dit que pour pouvoir aller loin, il faut savoir d'où nous venons. Et quand on regarde dans le rétroviseur d'où nous venons, il y a eu l'indépendance de la Guinée, par exemple, en 1958 avec feu Sékou Touré, dont je salue sa mémoire. Mais vous avez vu que quand De Gaulle a dit à Sékou Touré, si vous voulez votre indépendance, prenez-la tout de suite, ils ont procédé à un saccage systématique de toute l'administration. Mais quand la Guinée a pu mettre tout en œuvre pour fabriquer sa monnaie, la Guinée a été inondée de faux billets. Il en est de même que la monnaie malienne, puisqu'à un moment donné, le Mali avait quitté le franc CFA et battait monnaie, ça a été également le même procédé. Donc il y a des voix impérialistes qui crient, qui nous poussent à dire, mais vous parlez de monnaie, vous en êtes où? Mais leur problème c'est où? D'abord, c'est une monnaie pour l'espace confédéral, ce n'est pas une monnaie française. Donc, à leur niveau, je leur pose la question, pourquoi ils sont pressés? Quand je gratte un peu, je constate qu'ils sont pressés parce qu'ils sont très mal à l'aise dans la mesure où tous les achats au niveau international devaient passer par eux. Si vous voulez payer en yuan, si vous voulez payer en dollars, dès lors que c'est le franc CFA qui est utilisé, et c'est eux qui fabriquent, et ils ont des retombées là-dessus. Ils n'ont plus ces retombées. Deuxième élément, ils n'arrivent pas à contrôler le matériel que nous arrivons à faire venir chez nous. Ils se posent la question, nous payons avec quoi? Même si c'est avec du sable qu'on paie, c'est nous qui avons décidé avec nos partenaires de payer, ce n'est pas leur problème. Maintenant, par rapport à nos frères et sœurs africains, je les comprends parfaitement, mais c'est de dire que quelqu'un qui veut aller loin manage correctement sa monture. Parce que la question de la confédération, j'ai bien dit qu'au niveau des missions, des 8 missions des commissions, c'est de faire des études prospectives pour voir comment on peut évoluer de la confédération vers la fédération.